Donc, on a une mission très ambitieuse aujourd'hui que Miels Québec m'a confiée, c'est-à-dire de démystifier les pratiques BDSM, mais notamment, euh, pas seulement pour les professionnels qui seraient intéressés à travailler auprès de ces populations-là, mais aussi pour des gens qui pourraient être intéressés à s'y lancer. Donc, on a un agenda très large et très chargé ce matin. Je vais tenter de garder ça ludique et léger. Donc, d'abord, qu'est-ce que le BDSM? Le BDSM, c'est une panoplie de pratiques différentes qui impliquent la valorisation du potentiel érotique du corps qui va au-delà des organes génitaux. Donc, les organes génitaux, c'est effectivement une partie de ce que la sexualité peut être, mais notre corps nous offre beaucoup plus de possibilités que ça et le BDSM exploite ces possibilités-là. Ça implique, par exemple, des échanges de pouvoir, des échanges, des jeux de rôle, par exemple, qui sont évidemment négociés et consensuels. Et pour certaines personnes, ça peut impliquer une identité, voire même une appartenance à une communauté. Et quand je dis pour certaines personnes, c'est que pour certaines personnes qui pratiquent le BDSM, c'est simplement un jeu, ça se fait de temps en temps, c'est plaisant, ça change de l'ordinaire. Pour d'autres, ça fait carrément partie de leur identité. Puis pour d'autres, c'est carrément une famille choisie, en fait, qui permet de s'entourer, d'avoir du soutien, puis d'avoir des gens autour de soi qui ont des envies, des besoins, des désirs similaires. Le BDSM, donc l'acronyme, le B tient pour bondage, donc des pratiques de ligotage dont on va reparler plus tard. Le D tient pour deux choses, la discipline et la domination. On va reparler de discipline. La domination, c'est les échanges de pouvoir qui sont consensuels, donc le fait de dominer quelqu'un d'autre. Le S pour soumission, qui est l'autre côté de cette médaille-là. Et tient aussi pour sadisme, donc des pratiques d'appréciation, de donner de la douleur à quelqu'un. Et le M pour masochisme, qui est le fait d'apprécier d'en recevoir. Aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de Safer Kink. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? En fait, c'est un principe qui miroite le principe du safer sex dans la sexualité vanille, donc la sexualité qui n'est pas BDSM. Euh, donc, autant on connaît les condoms, la PrEP et tout ça pour le safer sex, ben, le Safer Kink, c'est des pratiques de réduction des risques dans des pratiques BDSM. Parce que la majorité des gens dans les communautés BDSM s'entendent pour dire que le risque zéro n'existe pas dans les pratiques BDSM. Comment on peut faire, par contre, pour mitiger ce risque-là pour que l'expérience soit la plus plaisante possible? Il y a plusieurs façons de le faire et Prick est notamment une philosophie qui est utilisée dans plusieurs communautés BDSM dans les années plus récentes pour mettre de l'avant des pratiques de consentement, des attitudes de consentement. Donc, PRIC, ça tient pour Personal Responsibility in Informed Consensual Kink. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la responsabilité individuelle de chaque personne qui joue de s'informer, de s'assurer de bien discuter de ses pratiques, de ses besoins, de ses limites, et évidemment consensuel qui tient pour le fait que c'est discuté, négocié, entendu, c'est pas quelque chose qui s'improvise ou qui s'abuse. Donc, la grosse distinction entre le BDSM et des pratiques abusives, c'est justement cette discussion-là. C'est le fait que c'est entendu d'avance. Et ça, c'est un mythe qui est souvent entendu en lien avec le BDSM, que c'est des pratiques abusives, mais en fait, tout au contraire. Cette posture-là, prick, permet de reprendre du pouvoir par rapport à sa propre prise de risque. C'est-à-dire que chaque personne et chaque entité là, dynamique de jeu, à 2, à 3, à 63 personnes, ça vous regarde, ces dynamiques de jeu-là ont le pouvoir de négocier, de s'entendre et de baliser leur propre prise de risque. Donc, chaque personne a des niveaux de confort différents en lien avec la prise de risque et ça, cette posture-là, prick, permet justement de mettre carte sur table sur les différents risques et de trouver des solutions en commun pour les adresser. Le consentement spécifiquement dans le BDSM, qu'est-ce que ça implique? Bien, le consentement, en général, on parle de 5 termes pour que ce soit le plus complet possible, le plus efficace possible. Donc, précis, libre, informé, enthousiaste et réversible. Dans n'importe quelle interaction intime, BDSM ou non, quand on parle de précis, on parle de ce qu'on aimerait faire dans les détails. Donc, est-ce que vous voulez du sexe oral, du sexe anal, du sexe vaginal? Est-ce que ça vous tente pas pantoute puis vous préférez juste des cuddles? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ce qu'on entend par précis. Dans le cadre du BDSM,
Ça implique de se construire un menu de ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'on va passer à travers le menu au complet, mais au moins, on se sera entendu sur ce qui est possible de faire, à quelle intensité, est-ce qu'on veut des marques corporelles par la suite, quel type de pratique on ne veut absolument pas faire. Donc, de cette manière-là, ça permet d'avoir un éventail duquel choisir en toute confiance, en connaissance de cause que nos partenaires vont être à l'aise avec ça. Libre, c'est est-ce que j'en ai réellement envie sans me sentir comme si je vivais de la pression ou craindre quoi que ce soit. Dans le contexte du BDSM, spécifiquement, ce que ça implique, c'est de faire attention à s'assurer qu'on ne se sent pas contraint par la dynamique. Puis je vous ramène à notre définition du BDSM, la domination et la soumission. Si vous êtes dans une position de soumission, c'est important de vous poser la question si vous vous sentez coincé dans cette dynamique-là et si votre consentement découle du fait que vous avez l'impression de ne pas pouvoir dire non. Et je parle de la soumission, mais c'est tout aussi vrai pour la domination. Est-ce que vous avez l'impression que votre ou vos partenaires disent oui pour vous faire plaisir parce que vous êtes la personne dominante? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'en tant que personne dominante, vous n'avez pas le choix de faire les pratiques qui sont attendues d'un ou d'une dominante? Dans ce cas-là, c'est peut-être pas un consentement très libre. C'est aussi important dans des dynamiques à plus long terme de se prévoir des moments hors jeu pour que vous puissiez réviser vos attentes respectives et les engagements, les limites que vous avez pris les uns envers les autres pour vous assurer justement que le consentement demeure libre. Informé. Dans le cadre de pratiques érotiques ou intimes, en général, on parle d'en connaître suffisamment pour pratiquer de façon sécuritaire. Donc, est-ce qu'on sait, par exemple, mettre un condom? Dans le cadre de BDSM, ça implique de connaître dans quoi on s'embarque finalement. Est-ce qu'on en sait assez sur les pratiques qu'on veut essayer pour que notre propre bien-être et nos propres limites puissent être respectées, puis qu'on puisse les reconnaître aussi? Est-ce qu'on sait c'est quoi les signes à observer pour savoir quand c'est peut-être en train de mal tourner? Donc, tout ça, c'est important de le savoir, mais aussi de le discuter. C'est possible que vous ne sachiez pas vos limites par rapport à une pratique précise parce que vous n'avez pas encore tenté votre chance à ce niveau-là. Mais dans ce cas-là, il faut simplement en parler. Parmi les éléments à discuter dans un consentement informé dans le cadre du BDSM, il peut être important de parler de votre santé physique ou votre santé mentale. Est-ce qu'il y a des limitations importantes à connaître? Pensez notamment à quelqu'un qui serait diabétique, puis que si la scène dure trop longtemps après avoir mangé, c'est possible que la personne perde connaissance parce qu'elle n'a plus assez de sucre dans le sang. Il faut le savoir. Il faut savoir comment y réagir. C'est banal, mais c'est des éléments à connaître. Pensez aussi à quelqu'un qui pourrait être en changement dans son état de santé mentale par rapport à un burn-out récent ou quelque chose comme ça, qui pourrait avoir des impacts sur la fragilité émotionnelle ou l'irritabilité, et donc faire qu'une scène qui normalement se passerait bien pourrait mal se passer. Si ça n'a pas été discuté d'avance, ça peut rapidement tourner au vinaigre, malheureusement, alors que ça aurait pu être une belle expérience malgré tout. Votre état émotionnel, donc ça touche un peu à ça. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Donc, avez-vous eu une semaine épouvantable, puis vous êtes épuisé, vous avez juste envie d'une bonne série de claques pour faire sortir le méchant? Mais c'est possible, mais si c'est pas discuté d'avance, c'est pas entendu entre les partenaires impliqués, ça se peut que ça crée des drôles de situations pas très confortables. Est-ce que vous avez des triggers, par exemple, liés à certaines expériences plus traumatiques qui pourraient être importantes à savoir? Pensez notamment à quelqu'un qui aurait été abusé verbalement. Euh, il y a peut-être certains mots ou certaines tournures de phrases qui vont être triggering puis qui ne seraient pas du tout érotisables dans un contexte BDSM. Donc, dans ce cadre-là, c'est important de les négocier. Évidemment, on parlait d'informer le niveau de connaissance que vous avez, mais aussi la différence de connaissances entre les partenaires. S'il y en a qui en connaissent plus que d'autres, comment vous pouvez vous assurer de niveler un peu cette inégalité-là, soit en partageant des connaissances, en suivant des ateliers. Et enfin, le niveau de consommation de drogue et d'alcool, puis drogue, là, je parle de prescription aussi. Pourquoi? Parce que ces substances-là vont modifier comment votre corps réagit, peu importe qu'elle soit prescrite ou non, puis peu importe la quantité. Pensez seulement à des acétaminophènes si vous aviez un mal de tête ce matin-là. Ça va liquéfier votre sang et donc les bleus vont être beaucoup plus rapides à apparaître. Si vous préfériez à la fin de la séance pas avoir d'échymose et que vous n'avez pas nommé que vous en avez pris ce matin-là,
ben ça se peut que vous vous retrouviez avec des ecchymoses sans l'avoir voulu, puis sans que la personne avec qui vous jouez l'ait voulu non plus. Donc, de négocier, de discuter des impacts d'une consommation sur votre jeu, c'est super important dans le contexte BDSM. Enthousiaste. Une question très simple à se demander, c'est est-ce que je préférerais faire autre chose? Puis dans le contexte du kink, ce que ça implique, c'est de faire attention à ce que nos intentions demeurent positives avant et pendant la séance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une scène de BDSM, ça ne devrait pas être un moment pour se défouler d'une querelle qu'on a eue avec nos partenaires ou pour passer le méchant ou pour se faire valoir, avoir un rôle de domination puis jouer le petit coq ou la petite coque. Ben, c'est pas ça ne devrait pas servir à ça, parce que dans ce cadre-là, vous n'êtes pas là pour la dynamique puis pour le jeu, vous êtes là pour vous faire valoir et donc euh, vous porterez peut-être pas autant attention aux signes de votre propre bien-être et de celui de vos partenaires. Enfin, réversible, dans n'importe quelle interaction, qu'est-ce que je peux faire pour signifier que je vais arrêter? Puis dans le contexte du BDSM, il y a des safety measures qui sont assez courantes. Puis là, vous m'excuserez, je vais faire plein d'anglicismes, mais les communautés BDSM sont beaucoup franglish au Québec, donc il y a du vocabulaire qui existe presque juste en anglais, malheureusement. Donc, dans le contexte BDSM, réversible, ça peut impliquer un safe word, justement. Donc, un mot de sécurité qui permet de signifier qu'on veut ralentir ou arrêter certaines pratiques ou carrément la scène au complet. Il faut avoir suffisamment confiance en nos partenaires pour savoir que ce mot-là va être écouté et va être respecté, puis que ce soit pas, qu'on se sentira pas mal ou coupable de l'utiliser, pour que, évidemment, ça rentre dans les critères d'un consentement réversible. Je parle de safe word, mais ça peut être toutes sortes de choses. Pour certaines personnes, c'est un squeak toy de chien dans une main. Si on le squeeze, ça veut dire qu'on arrête. Pour d'autres, c'est le double tap de la lutte. C'est vraiment comme vous voulez, tant que vous avez une façon qui est entendue d'avance pour prendre ça en considération. Donc, aujourd'hui, je suis là spécifiquement pour vous présenter des outils que j'ai conçus dans le cadre du projet Champion communautaire qui est financé par Réseau. C'est un projet qui s'est organisé en 2 phases. Donc, la première phase qui vient tout juste d'être complétée après un marathon de graphisme, qui est la création d'outils de prévention de Safer Kink, justement. Donc, aujourd'hui, je vous présente des extraits, des morceaux de ces outils-là. C'est notamment des affiches et une brochure qui permet d'expliquer, d'aller plus en détail de ces affiches-là. Et la phase 2 qui s'en vient, c'est la mise à jour d'une formation qui existe déjà, mais qui est plus courte. Donc, elle va être allongée et il y a de la viande qui va être mise autour de l'os. Une formation qui vise à sensibiliser les professionnels de la santé et des services sociaux aux différentes réalités du BDSM, puis à pouvoir les outiller à faire la distinction entre des dynamiques abusives qui peuvent arriver dans un contexte BDSM, même si c'est négocié, versus des dynamiques qui sont saines, qui sont consensuelles pour les personnes impliquées. Donc, les outils qu'on a créés. Grosso modo, l'idée, c'était de se distancer un peu du noir, rouge, gothique, super cliché que plusieurs visuels BDSM adoptent souvent. On est quand même resté un peu dans la thématique noir et rouge, mais avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de ludisme, et c'est ce que j'espère être capable de faire avec vous aujourd'hui. Donc, on va survoler les différentes pratiques et on va pouvoir... Évidemment, je n'ai pas mis toutes les pratiques qui existent dans le BDSM, il y en a une panoplie. Ceci dit, on va en survoler quelques-unes, puis on va pouvoir aller démystifier certaines pratiques. Donc, en commençant tout ça, j'ai envie de vous inviter à aller sur le site web Kahoot, que vous pouvez trouver ici là, à www.kahoot.it, et vous allez pouvoir entrer le code qu'il y a ici et vous allez rejoindre la salle Kahoot que j'ai là. Et on a un petit jeu interactif ensemble qu'on va pouvoir faire pour démystifier là, certaines pratiques BDSM. Donc, c'est des vrais ou faux, rien de bien méchant. Puis, si vous n'avez pas la réponse, c'est correct aussi. On a un petit timer au bout de 20 secondes si vous n'avez pas répondu. Il n'y a pas de problème, on passe simplement à la réponse. Donc, l'idée, c'est de pouvoir rendre ça interactif. Donc, je débute tout ça. Je ne sais pas combien on est, là, donc je voulais laisser le temps à tout le monde de se rendre. 48 participants. Je vais attendre encore un peu.
On est à 28 participants, 29. Je vais commencer doucement. Vous allez pouvoir vous joindre au fur et à mesure si vous souhaitez vous joindre, puis je vais présumer qu'il y en a peut-être qui préfèrent pas se joindre au chaos, ce qui est tout à fait correct aussi. Donc, on débute avec la première question. C'est un vrai ou faux? Quelqu'un peut adopter différents rôles, dominant ou soumis, pendant un contexte, dépendant des contextes ou des partenaires impliqués. Vrai ou faux? Donc, effectivement, c'est vrai. Dépendamment des contextes, certaines personnes peuvent choisir d'adopter différents rôles. Puis effectivement, ça peut dépendre des contextes, ça peut dépendre des partenaires, ça peut aussi dépendre d'un moment à l'autre. C'est possible qu'une personne, au début d'une interaction, préfère une position plus dominante, puis par la suite, change vers une position de soumission. C'est ce qu'on appelle des rôles switch. Donc, c'est tout à fait exact que les rôles sont beaucoup moins statiques qu'on peut le croire. Prochaine question. Une punition BDSM ne signifie pas toujours un châtiment corporel. Vrai ou faux? Yes! Effectivement, c'est vrai. Une punition corporelle, c'est pas toujours une punition. Une punition BDSM n'est pas toujours corporelle. Pensez notamment à l'interdiction d'orgasme. Ça peut effectivement être une punition assez puissante et il n'y a aucun châtiment corporel impliqué. Bon, je sais pas ce qui se passe. Je suis coincée avec le chat. Ça sera pas long, je vais repartir le partage. Bon, apparemment, le Kahoot décide de ne pas fonctionner. J'ignore pourquoi. Donc, je vais malheureusement devoir mettre fin à cette portion-là. Euh, Il y a quelque chose dans le, il y a quelque chose dans le partage qui a coincé pardon, après que des messages soient rentrés dans le Zoom. J'ignore pourquoi. Je suis désolée. Donc, les jeux psychologiques, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce que ça implique. Et aller par-delà les mythes que vous venez de répondre. Donc, effectivement, les jeux psychologiques, c'est souvent la porte d'entrée dans le BDSM. C'est des pratiques qui sont utilisées de façon plus accessible, j'ai envie de dire, parce que ça ne demande pas d'accessoires, ça ne demande pas d'apprentissage spécifique, ou à tout le moins pas autant que, par exemple, le maniement de certains jouets. Et c'est simplement l'érotisation, soit des rôles ou des interactions entre les joueurs. L'avantage de ces pratiques-là, c'est que le risque de transmission du TSS est pratiquement nul, considérant que c'est très possible de faire des jeux psychologiques sans se toucher absolument pas. Par contre, ça demande une grande confiance, une grande communication, des habiletés d'affirmation de ses propres limites, puis de respect des limites des autres, qui sont très importantes parce qu'il ne faut pas négliger le risque que les pratiques de jeux psychologiques peuvent impliquer. Même si ça ne laisse pas de marque physique, ça peut laisser des marques psychologiques assez importantes. Donc, il faut faire attention avec ces éléments-là. Je pense que notre carotte est coincé pour aujourd'hui, fait que je vais malheureusement devoir sauter ces sections-là. Je vais continuer en vous expliquant les jeux de sensations. Donc, c'est une panoplie de jeux qui est aussi très accessible, un petit peu moins que le jeu psychologique, mais quand même très accessible parce que ça demande souvent pas beaucoup d'accessoires. Trouver une plume pour jouer à faire de la stimulation sensorielle, c'est relativement simple, c'est pas aussi complexe que de s'acheter un fouet, par exemple.
Donc, ça demande simplement de mettre à profit le potentiel érotique du corps humain, des sens, en les accentuant ou les minimisant. Puis quand je parle de minimiser, en fait, ce qui est important à garder en tête, c'est que si, par exemple, vous bandez les yeux de quelqu'un ou vous prenez des bouchons pour les oreilles, ben, le fait de minimiser un sens va augmenter la perception des autres. Donc, si quelqu'un ne voit plus, ben, les sensations, par exemple, sur la peau, peuvent être décuplées. Et donc, ça peut permettre de jouer sur des sensations qui, normalement, seraient plutôt banales et là, sont ressenties encore plus intensément. Un avantage de cette pratique-là, elle aussi, il n'y a pratiquement pas de risque d'ITSS parce que si vous êtes en train de passer une plume ou un glaçon sur la peau de quelqu'un, mais vous ne touchez pas directement à cette personne-là. Donc, le risque est de loin minimisé. Les jeux électriques, qui est une autre forme de jeu de sensation et qui implique en fait de jouer avec de l'électricité, c'est des jeux qui sont à la lisière entre des jeux médicaux et des jeux de sensation. Donc, quand je parle de jeux médicaux, c'est qu'en fait, les TENS Units, c'est des outils qui ont été d'abord développés pour des traitements médicaux et qui ont été adaptés aux pratiques BDSM. Mais maintenant, évidemment, là, pas, pas tous les pratiquants de jeux électriques le font dans une optique de jeu médical. Certaines personnes, oui. Chaque personne réagit un petit peu différemment à la stimulation électrique. Avec le Violet One, c'est de l'électricité statique qui reste à la surface de la peau, alors que le Tense Unit va aller stimuler un petit peu plus en profondeur. Pour certaines personnes, ça chatouille, pour d'autres, ça picote, pour d'autres, ça brûle. Pour certaines personnes, c'est hyper agréable, pour d'autres, vraiment pas. Donc, ça peut valoir la peine, avant que vous investissiez dans ce genre de gadget-là, qui est quand même assez dispendieux, de prendre le risque de l'essayer dans une soirée d'exploration dans un donjon, donc un endroit de jeu, avant de vous lancer vous-même là-dedans. L'avantage de ces pratiques-là, un peu comme les deux autres que j'ai présentés, c'est un risque à peu près nul de transmission du TSS parce que c'est des outils qui sont à la surface de la peau et à moins que vous ayez des lésions sur la peau, c'est des outils qui vont stimuler à distance, donc ou avec les électrodes pour le TENS Unit. La seule distinction, c'est que justement, les TENS Unit, comme c'est des électrodes collées, le sticker est à l'usage unique. Les jeux d'impact, c'est des jeux sensoriels aussi, mais qui impliquent de frapper ou de se faire frapper par des partenaires. C'est important dans le cadre de ces jeux-là de discuter d'avance des possibles marques qu'il pourrait y avoir, donc des graphines, des ecchymoses, parce que chaque façon de jouer en impact va avoir des risques différents d'ecchymoses, de marques et compagnie. Ceci dit, l'avantage, c'est que ça aussi, ça a des risques plutôt limités de transmission du TSS, à moins que vous ayez une plaie ouverte dans la main, puis que la personne que vous frappez a aussi des plaies, il y a peu de chances que vos fluides corporels entrent en contact et donc il y ait des transmissions. L'exception, c'est les jouets rigides qui, de par leur constitution, généralement augmentent un petit peu le risque qu'il y ait des lésions cutanées qui apparaissent pendant le jeu. Dans ce cadre-là, partager des jouets rigides, il faut savoir ce qu'on fait puis il faut savoir bien les désinfecter parce que ça peut avoir un risque de transmission du TSS. Les jouets, pourquoi les jouets souples? En fait, le petit livre qui est là, c'est le niveau d'apprentissage qui est requis pour jouer de façon adéquate et sécuritaire. Pourquoi c'est les plus compliqués? C'est qu'en fait, c'est les moins instinctifs. Une main, on en a tous, ou à peu près tous, au moins une. Et généralement, on sait à peu près comment s'en servir. Ça peut être pertinent d'apprendre comment s'en servir sans se faire mal à soi-même, donc ou frapper ou pas frapper pour être bien, mais on sait à peu près comment ça marche. Les jouets rigides, c'est un peu l'extension de notre main. Donc, si vous avez une palette dans la main, mais c'est une extension, ça se fait relativement simplement. Les jouets souples, quant à eux, sont un petit peu plus tricky à manier, donc ça peut être pertinent de prendre le temps d'aller suivre des ateliers, par exemple, pour apprendre comment s'en servir. Simplement pour mentionner qu'il reste 5 minutes. Merci. Donc, le fouet, pourquoi je ne l'ai pas mis avec les jouets d'impact à proprement parler, c'est que le fouet n'est pas tout à fait un jouet d'impact. Généralement, le fouet, on va l'utiliser plus comme jouet de jeu psychologique de peur parce que le bruit est assez imposant. Et si vous touchez à la peau de la personne qui reçoit avec l'extrémité du fouet, c'est presque automatique qu'il va avoir des lésions cutanées. Parce que l'extrémité du fouet va à une vitesse assez impressionnante. Et d'ailleurs, pour conceptualiser ça, dites-vous que le craquement d'un fouet qu'on entend, c'est l'extrémité qui passe la barrière du son. Donc, c'est
extrêmement rapide. Ce que ça veut dire, c'est que ce jouet-là, ça demande une quantité vraiment impressionnante d'apprentissage pour être capable de le manier comme il faut. Et que la minute que si le jouet est utilisé à distance pour provoquer de la peur, c'est une chose. Mais la minute que ça entre en contact avec la peau, c'est quasi inévitable qu'il va y avoir des lésions cutanées, auquel cas, c'est pas un jouet qui se partage parce que ça va impliquer la transmission du TSS. La lutte et la torture érotique, rapidement, c'est un regroupement de pratiques qui sont très variées, qui impliquent des jeux corporels à plus haute intensité qui peuvent aller d'une bataille consensuelle, donc pensez à des petits louveteaux ou des bébés lions là, qui se tiraillent. L'idée, c'est pas de s'éviscérer, c'est simplement d'avoir du plaisir avec nos corps, de savoir, de connaître mieux nos limites, d'explorer nos limites physiques. Ça peut aussi impliquer des jeux plus intenses à main nue. Donc, plutôt que simplement de fesser, ben, des coups de poing, des coups de pied, des morsures. Évidemment, c'est pas des coups de poing, des coups de pied débridés. Il y a des balises, il y a des façons de faire pour que ce soit sécuritaire, autant pour la personne qui donne qui reçoit. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, suivez des ateliers. Et petite note, la majorité des jeux de type primal, donc pensez à des gens qui incarnent des animaux ou qui font de la lutte régressive, entrent dans cette catégorie en général. C'est une catégorie de jeu qui implique un risque pas mal plus élevé de transmission des TSS parce que les contacts entre les fluides corporels sont quand même assez courants. C'est des jeux qui impliquent des contacts un peu plus soutenus. Petit truc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pensez à rendre l'environnement autour de vous kid safe. Donc, vous ne voulez pas avoir des coins de table à proximité, pas d'objets cassants, pour éviter que vous vous blessiez pendant le jeu. Le ligotage, le bondage dont on parlait tout à l'heure, c'est des pratiques de restriction, soit avec des objets prévus à cet effet, donc des menottes, des barres d'écartèlement, soit avec la corde ou carrément de la suspension avec la corde. L'avantage de ces pratiques-là, c'est que, évidemment, pratiquer en silo, si vous ajoutez de la sexualité génitale à travers, c'est une autre histoire, mais pratiquer par soi-même, ça a un risque négligeable de transmission du TSS parce que c'est pas des. Il y a peu de contact entre les fluides corporels. À l'exception, par exemple, de la corde, si elle est utilisée en contact avec la bouche ou les organes génitaux. Plus que 2 minutes. Merci. Donc, ces pratiques-là, c'est important de garder en tête que c'est des pratiques extrêmement risqué. Ça a l'air anodin, mais c'est beaucoup plus risqué qu'on pourrait croire parce que ça peut causer des dommages nerveux. Donc, même si d'un point de vue du TSS, c'est plus sécuritaire, c'est quand même assez demandant à apprendre à faire de façon sécuritaire. Rapidement, donc, je survole les quelques autres pratiques que je vous présente aujourd'hui. Le perçage temporaire, les lames, et l'asphyxie érotique, qui sont des pratiques beaucoup plus avancées, qui existent, mais il faut savoir le niveau d'apprentissage et le niveau de risque impliqué est beaucoup plus élevé. Donc, si c'est des pratiques qui vous intéressent, elles existent, lâchez-vous-le, ça allez suivre des ateliers, mais improvisez pas ces pratiques-là, elles sont vraiment plus risquées. Enfin, si vous souhaitez assouvir votre curiosité par rapport à ce que je viens de vous présenter en rafale aujourd'hui, les outils que je vous ai présentés aujourd'hui sont disponibles en français et en anglais en version à la fois abrégée et plus complète, dépendant où vous voulez mettre ça, là, dans une clinique médicale versus dans un donjon. C'est aussi possible d'en avoir des versions imprimées en contactant directement Réseau. Si vous êtes professionnel de la santé des services sociaux, que vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon courriel. Et je vous invite aussi à garder un œil sur l'organisme Altérité qui vient tout juste de se lancer et qui vise à offrir de l'information de la promotion des droits et des intérêts des personnes qui font partie des réalités relationnelles et sexuelles alternatives, notamment le BDSM, mais aussi le polyamour et toutes sortes d'autres réalités. Donc, voilà pour ma présentation aujourd'hui. Merci d'avoir été un public captif et attentif et je vous souhaite une belle fin de journée.